Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien auprès على اليوم un nouveau sujet. Un nouveau topic, nous allons نحكيو على l'échographie en gynécologie. So, keep watching et nous allons connaître de très beaux petits détails. La sonde d'échographie, elle est souvent considérée comme la troisième main du gynécologue. Cependant, l'échographie, elle reste un examen complémentaire, devant venir trouver sa place uniquement après un examen clinique et un interrogatoire attentif bien ficelé avec la parturiente. Toute échographie, y compris pratiquée aux urgences gynécologiques, et c'est très important ce point, doit donner lieu à la rédaction d'un compte rendu dont un exemplaire sera remis à la patiente. Celui-ci, il doit comporter la date de l'examen, l'identité de la patiente, l'indication pourquoi nous avons fait cette échographie, la réponse aux objectifs de l'examen, ainsi que l'iconographie illustrant ces objectifs. L'examen échographique doit également comporter l'identité et la signature de l'opérateur, ainsi que les informations concernant l'appareil d'échographie et sa date de mise en service. Donc, si c'est un gynécologue obstétricien qui a fait l'échographie, il faudrait qu'il y ait sa griffe avec son nom et son titre. Si c'est une sage-femme, ben c'est la même chose. Les clichés réalisés doivent permettre une relecture facile par une tierce personne. Ceci ne peut être obtenu qu'en schématisant au maximum les différentes coupes. L'objectif de l'échographie en urgence gynécologique, nous avons différents objectifs. Par exemple, on a l'hémopéritoine à l'échographie. On va voir une lame liquidienne, soit hypoéchogène, soit finement échogène du cul-de-sac de Douglas. Donc, c'est le recto-utérin dont on peut mesurer la hauteur en coupe sagittale. Les images peuvent être plus hétérogènes en présence de cailloux sanguins. Si on va remarquer un épanchement qui dépasse le fond utérin en coupe sagittale, le volume de l'hémopéritoine est environ de 300 à 400 ml. Si l'épanchement atteint l'espace de Morrison, les pertes sont supérieures à 1 litre et il s'agit d'une urgence chirurgicale. C'est à travers l'échographie que nous avons pu détecter que le sac de Douglas contenait plus d'1 litre de liquide. La deuxième urgence, c'est la GU, grossesse extra-utérine. Donc, les signes directs sont une masse latéro-utérine, MLU, échogène, sensible et fixe. Plus ou moins, nous allons avoir une image liquidienne en son sein, plus ou moins la vésicule vitelline et plus ou moins une activité cardiaque. Par contre, les signes indirects sont une vacuité utérine ou pseudosac, un corps jaune homolatéral à la MLU, et un épanchement du cul-de-sac de Douglas. C'est ainsi que nous allons suspecter que la parturiente fait ce qu'on appelle une GE. Nous avons une troisième urgence qui est la torsion d'annexe. Le diagnostic et l'indication chirurgicale restent cliniques. Cependant, l'échographie retrouvera une masse axiale, ovarienne ou tubaire. Donc le Doppler a un intérêt limité, plus pronostic que diagnostic, puisque la vascularisation annexielle est double, donc pédicule, lambeau, ovarien et utérin. L'échographie, elle peut aussi nous indiquer des pathologies ovariennes comme le kyste ovarien. Donc, on va s'attacher à définir sa taille, la présence de septa, la présence de structures solides, la présence de végétation de plus de 3 mm. Et là, c'est la projection papillaire. L'épaisseur de la paroi, le contenu du kyste, ainsi que sa vascularisation. Attention aux kystes lutéiques et hémorragiques qui peuvent mimer tous ces aspects. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Nous avons aussi l'urgence pour détecter des ovaires polykystiques et un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on parle d'ovaires polykystiques s'il est porteur de plus ou égal à 12 follicules, de 2 à 9 mm par ovaire, et ou si son volume est supérieur à 10 ml. On parle d'un syndrome d'SOPK si on associe les critères échographiques
une oligo-anovulation et une hyperandrogénie clinique et ou biologique. Sans oublier qu'avec l'échographie, nous pouvons détecter des pathologies de l'endomètre. Par exemple, l'hypertrophie de l'endomètre. Sans oublier aussi qu'on peut détecter des polypes. Donc les polypes, ce sont de petites structures intra-utérines de petite taille, arrondies ou ovalaires, hyper échogènes. Le Doppler peut permettre d'identifier sans pédicule vasculaire. Ils sont au mieux observés au début du cycle lorsque l'endomètre il est hypoéchogène. Nous pouvons détecter aussi des pathologies du myomètre. Par exemple, les myomes. Il faudra préciser leur nombre, leur taille, leur localisation et l'épaisseur et la paroi utérine en arrière du fibrome. Donc, c'est le mur postérieur en vue d'un traitement hystéroscopique. Donc, le fibrome sous-muqueux fibreux est souvent plus volumineux qu'un polype et hypoéchogène. Donc, leur examen est également idéal en première partie du cycle. Revenons à l'atrophie de l'endomètre. Donc, l'endomètre chez la femme ménopausée, en l'absence de traitement hormonal, eh ben, il est substitutif. Il est normalement inférieur à 5 mm. En couple sagittal, eh ben, dans le cas contraire, une hystéroscopie et une biopsie peuvent s'avérer nécessaires dans ce cas. Passons à autre chose. Donc, on peut, à travers un examen d'échographie gynécologique, eh ben, savoir si le dispositif intra-utérin il est bien placé, si la distance entre le haut du DU et le contour externe du fond utérin doit être inférieure à 2 cm. Donc, l'échographie en gynécologie n'est pas seulement subjectif en cas de grossesse et en cas où l'activité cardiaque elle est positive, eh ben, l'échographie elle peut déceler des anomalies à l'intérieur de l'utérus de la femme. Et à travers ceci, je vous dis, on se revoit dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt, bi'idhnillah. Au revoir les filles.